troisième et dernier cours, disons, interne à notre atelier. Et comme on disait, pour nous c'est très important d'avoir des personnes qui viennent de l'extérieur, qui nous aident, en ton cas aujourd'hui, une critique, merci beaucoup. Mais surtout, d'avoir des personnes qu'on sait qui se posent les problèmes de la même manière que nous. Aujourd'hui, on a eu la chance aussi Renato Maginetti nous a rejoint. Vous avez vu comme c'est assez impressionnant, comme du coup, ils ont eu la force et la vitesse d'entrer de se poser des questions difficiles que nous se posons depuis une semaine. C'est ça, c'est un peu la magie, disons, des personnes qu'on sait que dans le monde entier, il y a des personnes qui pensent comme nous et qui cherchent de résoudre des problèmes et se posent des questions à la même façon. En tout cas, ce soir, c'est Wilfried Schmid qui va présenter son cours. Et moi, je connais déjà, je vous assure, c'est vraiment quelque chose de très, très spécial et très intéressant. Wilfried Schmid, comme je disais, il a étudié à Lausanne. Il s'est diplômé avec Luigi Snozzi en 1991, je ne me trompe pas. Moi, personnellement, avec Michele, on s'est connus, on avait même des ateliers à Lausanne, le premier atelier qu'on a ouvert, donc on s'est vu, on s'est peut-être plus de vue. Entre-temps, Wilfried a travaillé chez Livio Vacchini, au premier temps. Je crois aussi un moment chez Silvia Kmür, chez Livio Vacchini. Et puis, il retourne chez Luigi Snozzi, il a travaillé chez Luigi Snozzi, je crois un peu à Locarno, un peu à Lausanne aussi. Et ce qui est assez incroyable, c'est que justement, moi personnellement, je t'ai perdu un peu de vue. Il est vraiment un très grand plaisir, je t'ai retrouvé à Genève. Donc on a eu la chance d'enseigner l'année passée à l'école de Genève ensemble. Et c'est là que ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, non, devant des projets, on se retrouve et ça met la force dans ce sens-là. Voilà, moi je ne vais pas ajouter beaucoup plus et je te laisse la parole. Merci beaucoup à tes professeurs venu à Montecarrasso, d'avoir suivi les critiques, puis si demain tu nous donnes la parole pour nous, on est très content, mais surtout très content de t'écouter avec ton cours. Je ne sais pas si vous serez aussi content que moi, mais je vais essayer de... Oula, il me faudra quand même un petit peu de lumière, parce que... Est-ce que je peux avoir un peu de lumière? Tu as la lumière? Ouais, je suis là aussi. Sans avec les lumières, j'arrive pas à lire. Oui. On va voir si tu veux celle-là. Quelque chose. Non, mais ça va aller, ça va aller. Ça va aller. On ouvre un peu là, comme ça, un peu de lumière. On voit bien l'image. Così. Ça va? Ouais. Ottimo. Moi j'ai un texte, je vais devoir le suivre parce que je ne le connais malheureusement pas par cœur et je l'avoue de l'avoir soigné un petit peu, donc je ne vais pas tout perdre non plus. J'avoue que ça peut paraître un petit peu compliqué, donc moi-même je dois me concentrer un petit peu. J'aurais pu vous parler d'espace, j'aurais pu vous parler de structure, j'ai décidé de parler de structure de l'espace. C'est un cours que j'ai donné récemment à l'EPIA. Stefano a l'air de l'avoir apprécié, donc je me suis dit, plutôt que de présenter mes architectures, je me proposais simplement de refaire ce cours. Donc, voilà. Vers une topologie d'architecture. Donc le titre, c'est évidemment une allusion directe à un ouvrage bien célèbre que vous connaissez tous. Il s'agit peut-être de se remettre en mémoire ce que signifie topologie. Donc du grec ancien topos, le lieu, et logos, le discours, la science. Alors il y a deux définitions pour ce terme qui sont intéressantes à se souvenir. C'est d'une part une branche des mathématiques qui étudie les relations de position dans l'espace.
Donc la topologie s'intéresse à l'étude des lieux, appelés en général espaces, et aux propriétés qui les caractérisent. Ça, c'est une première définition. La deuxième, étude des positions sociales et des rapports sociaux. L'illustration, c'est une image qui est tirée de la chasse au snark de Lewis Carroll, avec la petite légende en dessous qui dit « carte de l'océan ». Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup cette carte. Donc il est dit dans le texte, une grande carte il avait achetée, donc c'est le capitaine du bateau dont il est question, où la mer était représentée sans terre, pas le moindre vestige. Et l'équipage fut heureux de constater de ses yeux que cette carte était pour tous compréhensible. Pourquoi cette carte? Comme architecte, nous sommes bien placés pour savoir, dans sa réalité physique, l'espace ne peut se réduire à sa pure étendue, neutre, abstraite, déterminée par ses seules variables arithmétiques, son caractère dimensionnel restreint, fut-il étendu. Il s'agit toujours au contraire d'un lieu habité d'entités, aux qualités variables et variées. J'y viens. Donc aujourd'hui, je commencerai par vous parler d'un premier livre, qui m'est très cher, dont la portée me paraît aussi importante que son nombre de pages est réduit. Bon signe, car comme on sait tous, ce qui se pense clairement s'exprime aisément. Je ne sais pas qui d'entre vous connaît ce livre, parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà lu par hasard les lois fondamentales de la stupidité humaine. Apparemment, ce n'est pas le cas. Très bien. Ah, Stéphane. Tu l'as lu? C'est bien. Je te l'ai offert, hein? Oui. Tu t'es senti obligé de le lire. Alors d'abord, du fait du ton humoristique adopté par l'auteur, peut-être également à cause du nom de l'auteur, il me faut en préalable vous dire deux mots sur ce monsieur Oignon, afin d'en asseoir sa pleine légitimité, ainsi que le total sérieux de son entreprise. Carlo Maria Cipolla, né en 22, décédé en 2000, n'est pas un comique, mais un historien de l'économie italien de renommée mondiale. Titulaire de sa première chaire d'histoire économique à l'université de Catane, à l'âge de seulement 27 ans, il effectuera une longue carrière universitaire en Italie puis aux États-Unis. Fil conducteur de son corpus de recherche, sa contribution essentielle a consisté à démontrer que, derrière toute fluctuation monétaire et autres mutations économiques, se cachent toujours des hommes guidés par leur mentalité tout aussi fluctuante. Auteur d'une vingtaine d'ouvrages, celui qui nous intéresse ici constitue, je cite, c'est lui qui parle, le résultat d'un effort constructif visant à détecter, à connaître et peut-être à neutraliser l'une des plus puissantes forces obscures qui entravent le bien-être et le bonheur de l'humanité. Enjeu important, c'est vrai. On n'est pas dans la guerre des étoiles, hein, mais presque. À la frontière entre l'essai philosophique et le traité d'économie, ce livre tente donc d'évaluer l'impact de la stupidité humaine sur nos destins personnels et sur l'ensemble de la société. Par analogie à n'importe quel autre phénomène physique, il en vient à formuler 5 lois. Les voici. Première loi. Chacun sous-estime toujours inévitablement le nombre d'individus stupides existant dans le monde. Ça, on s'en doutait, mais ça mérite d'être dit. Deuxième loi. La probabilité qu'un tel individu soit stupide est indépendante de toutes ses autres caractéristiques. Il ajoute un petit commentaire. Ce qu'il y a de plus remarquable dans la fréquence de la stupidité, c'est que la nature la maintient égale indépendamment de la taille du groupe. C'est pas très rassurant pour nous ce soir. Troisième loi, ça c'est la plus importante de toutes. Est stupide celui qui entraîne une perte pour un autre individu ou
ou un groupe, d'autres un individu, tout en tirant lui-même aucun bénéfice et en s'infligeant éventuellement des pertes. Quatrième loi. Les non-stupides sous-estiment toujours la puissance destructrice des stupides. En particulier, les non-stupides oublient sans cesse qu'en tout temps et en tout lieu, dans toutes les circonstances, traiter et ou s'associer avec des gens stupides se révèle immanquablement être une erreur coûteuse. Et enfin, la cinquième loi, l'individu stupide est le type d'individu le plus dangereux. Ça, on aurait pu le déduire automatiquement de ce qui précède. Aussi désopilantes qu'elles puissent paraître ou surgir d'une simple intuition, ces lois se fondent en réalité sur une démarche qui se veut scientifique et analytique. Cipolla assied sa troisième loi, la plus importante, sur un graphique qui retranscrit et confronte deux dynamiques comportementales opposées. L'une située sur l'axe des abscisses, c'est l'axe de l'abscisse. Où Cipolla situe le profit personnel, j'appelle ça un économiste, et donc transactionnel. Et l'autre, celui des ordonnées, celui qu'on appelle l'axe des Y, habituellement aussi, décrivant l'impact de son action, de cet individu précis, sur ceux avec lesquels il entre en relation. Remarquez que ces deux axes s'étendent également vers les valeurs négatives. Ce n'est pas anodin, on verra par la suite. Sur cette base, on comprend aisément que pour Cipolla, une relation décrit avant tout une transaction, je te donne ceci, tu me rends cela, etc. Dans nos rapports, nous recherchons une forme d'équilibre, une économie des échanges qui satisferont plus ou moins chacun. Or, chez lui, un élément ne se réduit pas à ses seules coordonnées polaires ou cartésiennes, mais bien plus, il acquiert la couleur du champ dans lequel il baigne. D'ailleurs, nous savons qu'une longueur d'onde n'est pas qu'une simple sinusoïde, mais s'exprime physiquement en une couleur. Son obsession, c'est pas de situer sur son graphique un individu en X et Y, mais on verra de lui attribuer une qualité. Ainsi, Carlo Cipolla lui inestima le mérite de ne pas se fourvoyer dans les aspects quantitatifs de sa relation diagrammatique, mais à les extrapoler plutôt en qualité résultante. Bien qu'apparemment précis, c'est précisément ici que l'exercice devient percutant. De sorte que son diagramme va illustrer l'humanité divisée en 4 grands groupes, 4 grandes catégories d'individus aux tempéraments et motivations très variés. Les crétins, en haut à gauche, les intelligents, en haut à droite, les bandits, en bas à droite, et les stupides, en bas à gauche. Notons enfin, sans trop nous y attarder, que le point 00 identifie virtuellement un cinquième type, l'individu totalement inefficient, dont les agissements et par conséquent l'intérêt sont nuls par définition. On en déduira également, en passant, que, contrairement à ce que croient encore beaucoup de biologistes, l'intelligence n'a absolument rien à voir avec la taille du cerveau. Là, je dois vous faire une petite digression sur les diagonales. Je m'excuse, ça devient un peu technique. Dans ce schéma apparaissent logiquement des diagonales, précisément, qui localisent les types parfaits. Dans leur relation d'échange avec les autres, ces derniers réalisent une forme d'équilibre entre profit et contribution, fût-il ou elle négatif. Exemple, le parfait brigand profitera de l'exacte somme de son vol sans infliger aucune autre déconvenue à sa victime que celle du larcin. Le stupide parfait se blessera en heurtant l'échelle depuis laquelle le ventre tombera. Le crétin oubliera ses effets personnels qui, bien évidemment, ne lui seront jamais restitués par celui qui en profitera, etc. Rappelez-vous, à l'intersection se situe
le nul parfait. Mais ces diagonales identifient surtout les sous-types et leurs sous-tendances résultant de leur proximité au secteur voisin. En effet, c'est crucial, lorsque l'une des deux composantes du caractère dépasse en importance la deuxième, là il faut me concentrer, c'est très important. Lorsque l'une des deux composantes du caractère dépasse en importance la deuxième, elle colore la tendance globale de celui-ci. A noter que cette caractéristique, si elle a pour effet d'étendre le champ du domaine réservé, n'impacte pas pour autant sur le taux d'occupation de ce dernier. En d'autres termes, bien que l'espace dans lequel les stupides peuvent s'ébrouer soit de dimension parfaitement et symétriquement identique à celui des intelligents, le deuxième est effectivement largement surpeuplé. Rappelez-vous la première loi de Chipol, induisant peut-être pour leurs occupants un sentiment de très forte promiscuité. Ou peut-être pas. A l'inverse, le type intelligent se sentira, lui, certainement, souvent très seul. Voilà, pour la description graphique de ce dernier. Comme on le voit, les diagonales constituent également des lignes de partage, d'exclusion ou de sélection entre les couples de caractères opposés. Une première fracture principale entre le nord-ouest et le sud-ouest, sud-est, pardon, on peut dire, entre le royaume élargi des stupides et celui non moins étendu mais bien moins peuplé des intelligents, et dans l'autre sens, entre les bandits et les crétins, tout aussi parfaitement opposés que les premiers. Alors, vous allez me dire, quoi bon tout ce charabia? Eh bien, à mon avis, puisque la thèse de Cipolla se rapporte à des enjeux sociétaux de portée universelle, et quand nos disciplines des êtres stupides s'y trouvent représentées dans exactement la même proportion, voir son commentaire sur la deuxième loi, il se trouve que pour s'en prémunir, cette même thèse pourrait judicieusement se voir extrapolée à l'architecture également. Avec néanmoins une nuance de taille, car si je veux transposer, alors vous en doutez, je vais devoir ajouter une troisième dimension aux deux précédentes, celle correspondant aux compétences à mettre en œuvre au sein de notre propre discipline. Alors là, j'ai dû, pour la compréhension, tourner légèrement les abscisses et les ordonnées. Il faut mentaliser ça parce que ça va rester dans le même sens par la suite. Donc on a l'axe des X, l'égocentrisme qui se tourne vers nous, les ordonnées vers la droite et la nouvelle composante vers le haut. Donc à ce troisième élément du triplet, donc nous allons attribuer un troisième élément du triplet, le X, Y, Z, l'axe des coordonnées spatiales dénommé la cote. Le terme est bienvenu puisque dans son sens étymologique, il signifie également appréciation, entendu dans le sens que lui donne l'expert des phénomènes populaires de mode n'ayant rien à voir là-dedans. Ainsi, cette cote traduira en quelque sorte un degré d'architecture, plus précisément le degré d'attention accordée à ses caractéristiques intrinsèques et à ses exigences spécifiques. Dans ce modèle amplifié, spatialisé, cette troisième dimension décrira donc tout ce qui est propre à nos disciplines. Or, l'architecture est polymorphe. C'est une de ses caractéristiques et probablement de ce fait son principal intérêt. Ainsi, pour parler d'architecture, nous devons prendre en compte ses composants les plus importants. En tant que discipline complexe, l'architecture est aujourd'hui encore l'expression des trois catégories, je dirais plutôt injonctions vitruviennes, solidité, utilité, beauté, peuvent s'entendre à la fois comme exigence de qualité et comme critère de jugement. Longtemps, les trois paraissent nécessaires conjointement. Par la suite, les modernes traduiront puis étendront ce trépied originellement stable en y adjoignant un quatrième enjeu, l'espace. Depuis lors, nous avons le modèle suivant,
structure, fonction, forme, espace. Autre particularité des temps nouveaux, le découplage de ces 4 éléments. Ça, c'est une autre histoire. Une fois les paramètres posés, se pose évidemment la question de leur évaluation. S'il paraît impensable de noter une architecture à la manière d'un scientifique, précisément, qui rêverait de la situer en valeur absolue sur une échelle graphique préparée à cet effet, une appréciation de sa valeur relative peut et doit malgré tout être envisagée. Ceci en relation aux critères d'exigence préalablement énoncés. De la même façon que dans le plan XY, apparaît dans celui YZ une diagonale matérialisant une ligne de fracture entre 2 domaines. Donc là, cette fois-ci, on a les Y à droite et les Z vers le haut. Donc le premier axe, toujours en bas à gauche. Qu'est-ce que j'ai écrit à gauche ou à droite? Celui à écarté. Ah oui, non. Donc, utilisant la diagonale, on a le domaine en bas à gauche, qui est celui à écarté, celui qui accueille le domaine que j'ai appelé les individualistes incompétents, et le deuxième opposé qui comprend l'ensemble des sujets dont au moins une des composantes d'une autre surpasse positivement l'autre. On pourrait l'appeler le domaine des civiques compétents. Considérés au sein de la troisième dimension, les 2 diagonales précédemment évoquées deviennent des plans séquents, dont la combinaison permet d'identifier et d'exclure le domaine qui, par définition, est inapproprié au bon exercice de notre discipline. Par déduction, nous nous intéressons donc à l'espace restant, celui où le déploiement de l'architecture pourra s'effectuer intelligemment. Oh, pardon, c'est le slide qui a dû glisser au mauvais endroit. C'est une maison réelle qui a été construite quelque part en Angleterre. Je n'ai pas poussé la recherche plus loin. Après avoir, à l'aide de Chipola, soustrait tout ce qui pour nous n'est pas pertinent, partant du champ d'action globalement disponible, comme étant par exemple 2 au cube, on constate qu'au mieux, seul un petit tiers de l'espace de référence global est propice à l'émergence de l'architecture, plus ou moins qualitative d'ailleurs, le seul des 2 tiers restant condamné à rester hors champ. Je le répète, il s'agit là d'un potentiel, pas d'une densité. Si de prime abord l'espace au sein duquel la qualité peut se déployer paraît étroit, une bonne nouvelle résulte néanmoins de ce qui précède. La deuxième composante du modèle, l'inclination à autrui, est absolument essentielle. De ce fait, pour peu qu'il soit pourvu d'un minimum d'intelligence collective, même certains bandits ou crétins peuvent espérer produire de la bonne architecture. Seule la stupidité est à exclure formellement. Mais j'y reviendrai plus tard. Là, j'ai un petit chapitre, je m'excuse, mais j'aime bien le titre, donc je vous dis quand même. Propriété d'un espace non isotrope et vecteur d'action des 5 caractères d'architecte qui en résultent. Je suis sérieux, hein? Ouais, je suis sérieux. Prenant appui sur le plan bidimensionnel chipolinien et en application des propriétés nécessaires à la code Z, il en résulte 5 types d'architectes bien distincts. Alors, je vais commencer par M, j'ai appelé le martyr magnanime. Rendu un tant soit peu clairvoyant, probablement du fait de sa propension à toujours favoriser autrui, le crétin éclairé s'exprimera en martyr magnanime. Si vous voulez des exemples, cherchez du côté des maigres, les Don Quichotte mal nourris. N. Incompétent, le crétin devient nuisible, néfaste,
son degré d'intelligence relative, nous permettant alors de lui maintenir notre attention tout aussi relative. G. L'intelligent virtuose, lui, est un géant, un génie inspiré, un guide généreux et inspirant. Du fait de ses qualités, il devient un modèle, un maître, celui à qui on voudrait tous ressembler. O. Mais lorsqu'il est effectivement dépourvu des compétences nécessaires, l'intelligent n'est qu'un ogre maladroit, un orgueilleux incompétent. Et, enfin, seul encore le bandit illuminé se sauve à l'occasion, se transformant parfois en égocentrique excentrique, en escroc exhibitionniste. Sans compétence, il ne serait qu'un arnaqueur immoral. Situé à l'extrémité inverse du type M, ici, tous les exemples sont ventripotents. Je vous laisse imaginer. Ah bah oui, j'ai un exemple. Les autres types que ce modèle pourrait rendre visibles ne nous intéressent qu'en creux, car ils se situent précisément dans l'espace aussi négatif que surpeuplé de la non-architecture, celui qui héberge la pure construction, la promotion immobilière et le désastre intégral. À titre d'exemple, à ne pas confondre avec le livre proposé par Chipolla, il serait imbécile, inepte, inapte, infâme, quand bien même femme. J'ai un exemple que vous ne connaissez peut-être pas, c'est un projet, il faut que je cite, Santiago Calatrava, on le reconnaît même, projet de traversée de la Rade pour Genève. Ça s'appelle Pont. On voit bien que c'est compliqué. Dans ce nouveau modèle, nous pouvons tous nous amuser à y positionner librement les productions architecturales des uns et des autres, chacun selon sa propre sensibilité. Mais personne ne pourra jamais faire l'économie de son propre positionnement. L'affaire est trop sérieuse. Dans le détail, on constate qu'à chaque type correspond un espace de déploiement variable, comme vous l'avez vu dans le schéma tout à l'heure. Alors, j'ai dû faire une maquette, je vous l'avoue, parce que bon, les schémas sont peut-être clairs, mais pour vérifier les volumes correspondants, je me suis amusé à bricoler cette maquette, donc là je vous la montrerai tout à l'heure. Donc ici on a l'espace globalement théoriquement possible, ça c'est la partie qu'on va jeter, et ça c'est ce fameux tiers restant qui peut nous intéresser pour nos disciplines. Et pour chaque sous-volume, et je le répète encore une fois, c'est pas l'intensité, on a pour G un tiers, pardon, 1, pour N on a un quart, pour O on a une demi, pour M on a une demi, et pour E on a un quart. Malheureusement, tout cela ne nous apprend encore rien de précis, car la distribution des types, c'est-à-dire la densité effective au sein de chaque secteur, est aussi peu aléatoire qu'uniforme, ni même proportionnelle à ce que l'on pourrait penser à des probabilités théoriques d'apparition. Ceci s'explique aisément si l'on se réfère au mode de Chipolla. Ce qui par contre est certain, c'est que par rapport à tous les autres, le type génie généreux est largement sous-représenté. En effet, ce n'est qu'au fil de l'histoire que nous les additionnons progressivement, péniblement sur les quelques 10 doigts de nos deux mains. Par contre, le trinôme ici en place permet de déduire que, en architecture, la dimension éthique, altruiste, impact bien plus que la composante, que la compétence professionnelle mise en œuvre. Ça, j'ai mis en gras. C'est le point. Illustré comme ça. En d'autres termes, c'est l'axe des Y qui est le plus important. On voit bien que si on additionne G plus M plus N plus O, on a plus que G plus E plus M. Parallèlement, on peut noter en passant que l'impact de la composante égo sur la qualité de la production n'est pas déterminant. Ainsi, comme bon architecte, on peut être plus ou moins non-réaliste. Généralement, on est un peu plus, plutôt plus.
Alors de tout ça, moi j'ai tiré ce que j'ai appelé les lois de Wilde. Donc Wilde, c'est moi, qui n'engage que son auteur. La première qui est ma règle d'or. Les compétences à elles seules ne produisent pas de bonne architecture. Il faudra alors adjoindre l'inclination à l'autre, celle dirigeant l'intention vers une éthique dont la visée et l'aboutissement sera le bien collectif. Deuxième loi, qui est un simple corollaire de la première, même si de tendance crétin ou bandit, un architecte globalement stupide ne sera jamais à même de produire ne serait-ce qu'un soupçon d'architecture, d'intelligence restant malgré tout une condition sine qua non. Et enfin la troisième loi, une architecture de qualité peut même être le fait d'un bandit ou d'un crétin pour peu que sa tendance intelligente dirige sa production, éventuellement sans même le savoir ou le vouloir, vers une contribution à la collectivité. On l'aura compris, si l'architecture cherche à impacter favorablement sur la société, elle doit avant tout se préoccuper du bien public. Ça sonne comme une tautologie. Alors disons-le autrement. L'architecture est un fait politique ou elle n'est pas. Là, il faut peut-être préciser ce que j'entends par politique. Que j'entends par politique. Ça va travailler moi-même, grâce à Luigi. J'ai digéré. Ce que j'entends pas politique, dans le sens le plus large, le plus neutre, celui d'une bonne gestion des affaires publiques, issu du grec ancien polis, qui signifie la cité. Dans l'étymologie latine, civitas nous donne également civique. Comme le formulait Aristote dans son ouvrage du même nom, la cité est une communauté d'animaux politiques, réunis par un choix de vie commune. Dans la pratique, la politique se propose donc d'organiser et de gérer les affaires publiques dans le meilleur intérêt de tous. La notion de polis de recouvrir trois réalités superposables, une donnée sociale comprise comme une communauté d'ayants droit, libre et autonome, fortement structurée de par les citoyens. Deuxièmement, un État souverain doté de pouvoirs régaliens, ou même, troisièmement, une donnée spatiale, un site qui noue de manière insécable une ville à son territoire et à un écosystème. La police est alors comprise comme une entité physique. Je crois que c'est le moment de vous parler d'un deuxième livre, que vous connaissez certainement, Architectura Inefficiente. Il s'agit en réalité d'un dialogue entre Luigi Snorzi et un philosophe Fabio Merlini. Largement partagée par les deux intervenants, la discussion tourne autour d'un constat simple. L'architecture n'est pas une discipline comme les autres, car elle ne peut ignorer la responsabilité politique qui est la sienne. Et voilà, comme je vous le disais. Le deuxième constat, parallèle, est un état des lieux de notre société actuelle, atomisée, qui, dans son expression matérielle, tend de plus en plus à fuir cette même responsabilité. On y lit l'opposition qui s'est progressivement installée entre ce qui, historiquement, constitue un effort partagé des humains vers une édification conjointe et durable de leur milieu de vie partagé, et ce qui, peu à peu, est devenu un pur produit de consommation individualiste, éphémère et effrénée d'objets visant à assouvir les besoins générés par le vide ambiant. Le texte se conclut logiquement par une conférence prononcée par Luigi en 2006 intitulée « Viva la Resistenza ». Bien que souvent atteint de crétinisme, car incapable de calcul avec son lien, pour ma part, le meilleur exemple est bien celui donné par Luigi Snorzi, dont l'engagement éthique constitue le cheval de bataille, l'enseignement et la contribution la plus judicieuse que l'on puisse imaginer pour notre discipline. Pour preuve, ces aphorismes, à lire, relire et méditer. Vous les connaissez.
On peut facilement en déduire que, pour lui, la ville est à considérer comme une valeur positive, la plus haute production de l'homme. Comme il le dit lui-même, ma soprattutto il voto. Car au fond, il y a un malentendu de fond. En architecture, ce qui compte, ce ne sont pas les architectures en tant que telles, mais bien les interstices qu'elles génèrent entre elles. Ceci au meilleur profit de tous les habitants de la ville. C'est la valeur première de l'architecture, une valeur ajoutée. Je pourrais aussi dire autrement. Contrairement à ce que l'on peut croire de prime abord, en architecture interviennent toujours au moins 5 personnages. Les 2 premiers auxquels on pense immédiatement, l'architecte et son client. Certains se souviennent heureusement parfois du 3e, l'usager du bâtiment. Trop souvent on oublie le 4e, l'usager indirect mais néanmoins intensif, c'est-à-dire l'habitant de la ville qui le côtoie quotidiennement. Et enfin, last but not least, le 5e, sans doute le plus important, la ville elle-même, réceptacle de toutes les vies humaines. J'aime d'ailleurs l'idée de personnifier, d'humaniser un lieu, lui accordant les attributs d'un être à part entière. Ça m'aide à lui consacrer le meilleur de moi-même. Un lieu a son histoire, son caractère, ses aptitudes, ses besoins et ses désirs. Il suffit de l'écouter pour qu'il se mette à parler. Alors s'effectue une rencontre et le projet naît. Ou plutôt, le projet était déjà là, en attente. L'attente du lieu. Le lieu est le sujet, le projet n'en est que l'objet. Et pourquoi est-ce que nous nous intéressons tellement, nous insistons, nous tous, ici, tellement sur cette dimension civique, je dirais même culturelle de notre activité? Tout simplement parce qu'elle parle de notre responsabilité d'acteur, dont les agissements sur la société sont totalement non négligeables. Il vaut donc mieux s'en souvenir, non pas pour une gloire personnelle, mais pour servir les autres. C'est le sens ultime de notre raison d'être d'architecte. Alors, armé de ces bonnes dispositions, le trépied vitruvien originel, élargi à l'espace et au temps, constituera pour nous, aujourd'hui encore, le socle premier, résumant à lui seul l'essentiel de nos préoccupations. Cependant, et au-delà, il s'agira de réintroduire au sein de notre époque individualiste la dimension éthique, civique et culturelle, celle généreuse et engagée qui, de nos jours, par son défaut, cantonne toujours plus nos disciplines dans le champ étroit du spectacle éphémère qui ne réjouit finalement qu'un auteur frétillant atteint de célérité et de célébrité. De sorte que, en fin de compte, pour tout projet, je me poserai à chaque fois les 3 questions suivantes. J'allais dire, selon l'axe des X, que m'apporte à moi personnellement ce projet précis? Du plaisir individuel, de la satisfaction intellectuelle, de l'argent, la reconnaissance de mes pairs, ou peut-être même de la notoriété? Deuxièmement, je saute à l'axe des aides à la cote. Quelle est la qualité de ma contribution avec ce projet à ma discipline? Qu'apporte ma solution au problème précis? Quelle piste donne-t-elle à ce futur et similaire, le programme, la typologie, la construction? Mais surtout, selon l'axe des Y, quelle est ma contribution à la collectivité, au lieu, au contexte, à l'espace public, à la ville, à la société? Utilisez vos projets comme des occasions pour en faire plus. Comme architecte, votre charge sera de dépasser le cahier des charges. Mieux, ce sera votre responsabilité. Même si par ignorance, on ne vous le demandera jamais. C'est là le fin mot de l'histoire. Merci pour votre attention.
sonner. Non, moi j'aurais une question. On comprend quelque chose ou c'est... Ah, ça me rassure. Non, je pose la question parce que certains m'ont dit on comprend. C'est vrai? Vous vous préoccupez là? Bon, c'est limpide alors, je pense. Est-ce que ça vous, d'avoir fait ce travail, ça vous a rendu optimiste ou pessimiste sur le métier et sur ce qui vous entoure? Écoute, bon, spontanément j'ai envie de dire oui, ça m'a rendu optimiste. J'aurais envie de répondre comme un Normand, oui et non. D'abord, oui, parce que ce que je prétends avoir compris moi-même en faisant l'exercice, c'est que finalement la bonne nouvelle, c'est que effectivement, la question déterminante, c'est pas la compétence métier pure, c'est vraiment cette histoire de souci de l'autre. Ça, c'est déterminant. Donc spontanément, on a envie de se dire, mais au fond, facile, quoi. Il suffit de l'avoir, et puis c'est bon. Et puis c'est là que j'ai envie de dire non, parce que finalement, c'est pas si simple, cette histoire. Parce que si vous venez que de l'architecture, décrocher un diplôme, j'allais dire, tout le monde peut le faire. On peut acquérir des compétences professionnelles dans une école, elles sont là pour ça, c'est important. Ça reste crucial. Mais après, c'est là qu'il y a une ligne de partage qui se fait entre ceux qui ont un tempérament et ceux qui ont un autre. Et est-ce qu'on peut se changer soi-même au fil du temps? Ça, c'est là peut-être que je suis plus pessimiste, parce que en ce qui me concerne, je sais que je ne change pas tellement au fil du temps. Mais au moins le souci, on peut l'avoir. Et l'important, c'est de le poser, d'avoir cette conscience déjà au départ. Donc oui, pour quand même essayer de nous soulager tous, oui, moi je pense qu'on peut rester confiant, malgré tout. Il faut. Sinon on arrête tout. Non? J'avais une question, cette réflexion, c'était un peu des questions que vous me posiez déjà avant, enfin, vous doutiez peut-être justement de cette catégorisation, mais c'est plutôt avec le livre que vous êtes commencé à vous poser la question, justement. C'est difficile à comprendre l'historique d'une pensée, quelle qu'elle soit d'ailleurs, mais c'est souvent un mélange de trucs, même inconscients, qui peu à peu se sédimentent quelque part au fond de ton ventre et qui un jour ressortent parce qu'il y a des... Alors certainement, Chipol, là, quand je l'ai eu en main, ça m'a fait surgir autre chose. Et tout à coup, il y a des éléments qui se mettent ensemble et ça commence à ressembler à une forme d'édifice. Mais ce serait difficile de tracer une espèce de généalogie de la pensée, comme dirait certains. Ça me semble illusoire. Alors évidemment, l'enseignement de Luigi, ça a été le premier moteur. Et puis après, c'est la propre pratique dans la confrontation avec la réalité, qui est parfois quand même assez violente aussi. Chaque fois, tu ramènes des trucs, tu dois te situer. Après, tu as des aides, justement, comme ces deux livres magnifiques que j'ai cités, qui tout à coup te
lequel je suis et qui est compliqué. Enfin, je vois que ça part dans tous les sens et moi là-dedans. Je fais pas. Donc moi j'ai besoin un peu de faire de l'ordre et c'est probablement pour ça que j'en suis arrivé à cette manière. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Comment vous arrivez à traduire ce travail à travers l'enseignement que vous faites Comment vous arrivez à traduire votre travail, cette recherche, à travers l'enseignement que vous faites au jour le jour en école à Genève Mais simplement en attirant l'attention des étudiants sur ce qui est déterminant. Mais en résumant une phrase, tu vois. Je ne vais pas aller saouler tous les jours avec ça. Vraiment les ramener toujours à ce qui compte vraiment dans nos disciplines. C'est ça, on le dit, on le répète avec Stéphane aussi, avec Yann, on martèle ce truc. Et toutes les occasions sont bonnes. Je me souviens le dernier exercice qu'on a fait, où on a fait un projet à Bienne, alors le prétexte c'était un hôtel avec d'autres parties de programme, etc. Après on est incité à se dire mais c'est quoi l'enjeu de ce projet ici? Essayer déjà de leur faire poser les bonnes questions, pas juste mettre en place un programme pour le propriétaire de l'hôtel, comme ça oui, on est confiant à l'avance, ils vont y arriver, parce qu'on y arrive. Non, c'est d'aller un peu plus loin pour précisément enfiler au client un truc auquel il ne s'attend pas, quelque chose de plus au client ou à la ville de Bienne. Dans ce sens-là, c'est relativement simple. Dans le discours. Après, il faut souvent répéter, mais c'est vrai que le projet est une super occasion pour réinterroger chaque fois ses fondamentaux. Et je pense que l'exercice que vous faites là au séminaire, c'est encore une fois une super occasion de se confronter à la même thématique fondamentale. Moi, je ne pose pas de question. Une seule raison. Que je n'ai compris rien du tout. Pas à cause de toi, c'est à cause de l'acoustique. L'acoustique est impossible. Moi, je comprends. C'est pour ça que je m'excuse. J'ai suivi les images, j'ai cherché de comprendre le moins possible. Alors je vais t'offrir son livre, Carlo Maria Cipolla. C'est un Sicilien, il est né en 1922, et j'allais dire c'est un philosophe, mais en fait c'est un historien de l'économie, mais suffisamment intelligent pour arriver à parler soit de sa propre discipline, l'économie, de manière très didactique et très simple. Tous ses livres sur l'économie sont très didactiques. Et puis, tout à coup, il sort du strict champ de l'économie et il écrit un livre comme celui-là, qui est d'une portée universelle, qui est minuscule, c'est 30 pages, je crois, tu le lis en une demi-heure et c'est un coup de poing dans la figure, ce truc. Je vais te le faire tout à l'heure pour aller le lire tranquillement. C'est un type que je ne connaissais pas. Tu ne connaissais pas, voilà. Ouais. Et il mérite d'être connu. Ouais, vraiment. Et il vit encore. Non, il est décédé en 2000. Alors justement, ce type, il
dessine ce premier diagramme. Moi jeune ici, et puis toi, les autres là, et le faire en 2 dimensions. Et ça a l'air de rien ce truc, mais c'est déjà super puissant. Parce que justement, il en tire un truc assez riche, je trouve. Et après, moi je m'amuse à mettre une 3e dimension là-dedans. moi, ça m'amuse. Autre question? Au final, le 3e axe que vous rajoutez, c'est celui de la compétence. Lorsqu'on a la compétence, au final, ça rejoint l'axe des ordonnées aussi, puisque le but, au final, c'est d'apporter à la collectivité et d'améliorer le contexte sur lequel on intervient. Ah bravo, mais là tu fais un gros circuit. C'est pas forcément corrélé, malheureusement. Si c'était le cas, on pourrait dormir tranquille. Mais force est d'admettre qu'il y a... Regarde autour de toi le nombre d'architectes soi-disant compétents. Je dis bien soi-disant compétents. Compétences métiers, ils l'ont. Ils construisent des trucs incroyables. Mais quelle est la qualité de leur architecture à la fin? Donc il n'y a pas ce lien nécessaire entre Y et Z, malheureusement. On aimerait, ce que tu dis, c'est qu'on aimerait que ce soit comme ça. C'est ce qu'on essaye de transmettre à travers notre enseignement, c'est qu'il y ait tout à coup une imbrication qui se fasse quasi automatique, comme tu as l'air de vouloir le décrire. Mais de fait, ce n'est pas la réalité. De fait, aujourd'hui, la compétence n'apporte pas nécessairement cette conscience civique. Parce qu'elle n'est pas assez enseignée dans les écoles, pas encore assez. Parce que chacun reste près de son nombril et est avant tout préoccupé par son propre intérêt. Parce que cette tendance-là est peut-être plus forte que l'autre. C'est une dynamique assez compliquée, hein. Il faut gérer les 3 en même temps. Et puis, ce que j'ai oublié de dire, il y a une 4e dimension aussi, c'est le temps. Parce que moi-même, je peux être crétin aujourd'hui et peut-être un peu intelligent demain, c'est pas un modèle figé, il est mouvant dans le temps. Et puis après, on peut s'amuser à ajouter une 5e dimension aussi, en disant, ou 3 bis, en disant, c'est pas forcément la compétence métier d'architecte, ça peut être la compétence, je sais pas, qu'est-ce que je dois avoir comme qualité pour être père de famille? C'est quoi ce qu'il faut réellement? Donc là, on réélargit le champ et on redevient peut-être un peu plus universel. Mais là, ce qui m'intéressait à dire, c'est par rapport à notre métier d'architecte. On veut avoir la liste Oui. des architectes et Je te fais un aveu, j'ai commencé comme ça. Après, je me suis dit, non, ognuno fa la sua. J'en ai montré un. Ah, si. Le bedonnant, l'orgueilleux, l'autre orgueilleux. Toujours grâce au tel, cela. Ah, il y a des exceptions. Hein. Yann m'a dit, mais Miss Van der Rohe, tu me mets où?